C'est quand même C'est sur vrai, ce ouais. type de classe d'actifs que tu gagnes vraiment souvent le jackpot. 80% de tes investissements en start-up vont finir à zéro. Il faut l'accepter. Avec le crowdfunding, par exemple, Attends, où effectivement... Moi, le crowdfunding, juste, je dis à tous ceux qui nous écoutent là, arrêtez de mettre votre argent dans du crowdfunding. C'est quand même triste qu'une classe d'actifs qui est aussi explosive que ça ne soit pas accessible au commun des mortels. Attends, parlons de qui va être mon associé. Concept. Il n'y a pas une boîte dans qui va être mon associé que j'aurais investi. Toi qui étais investisseur, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, je perds tout. Voilà. J'ai tout perdu. Je crois que j'avais mis 15 000 à 180 000 Ouais. à zéro. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast de Jared. Aujourd'hui, on va accueillir Reda Bereili. C'est un épisode qui est très riche. On va parler d'entreprendre, de finances personnelles, d'investissement. On a tous à y apprendre. Donc j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse, bonne écoute. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Alexis pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer à te présenter rapidement, à passer sur le début de ton parcours? Absolument. Alors, je m'appelle Reda, je suis entrepreneur devenu investisseur par la force des choses. Je suis né, j'ai grandi au Maroc. J'ai commencé à coder très tôt dans ma vie, à l'âge de 11 ans. Et très rapidement, j'ai su que j'allais monter des boîtes. À 14 ans, je voulais monter une start-up. Ok. Et à 18 ans, je suis venu en France pour étudier. Donc, j'ai fait une grande école d'ingénieur, spécialisée en informatique sur la partie spécialisation. Et puis, j'ai commencé à monter des boîtes. En 2017, j'ai vendu ma start-up. Qui s'appelait Square Break, qui s'est fait racheter par le groupe Accor et qui a fusionné donc avec One Fine Stay. Et à partir de là, j'ai commencé à investir. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. En fait, j'avais un fantasme, c'était de créer une Silicon Valley au Maroc. Ok. En 2017, à ce moment-là. Et pile à ce moment-là, j'ai la Caisse des dépôts du Maroc qui me contacte à travers une amie du collège qui était assistante plus adjointe, je crois, du chief économiste de la Caisse des dépôts et qui a vu passer l'histoire de mon acquisition online et qui lui en a parlé. Et du coup, ils sont venus me voir et m'ont dit, écoute, je crois que j'étais le premier Marocain à avoir fait une exit en tant que start-upper marocain. Je pense que c'est pour ça que je suis sorti dans le truc. Et du coup, ils sont venus me voir et m'ont dit, écoute, Reda, voilà, on aimerait bien financer des startups marocaines, machin. Est-ce que tu veux pas nous accompagner pour faire une strat? Je leur ai dit ok, mais par contre, moi, je vois pas le modèle où on finance, juste on met du cash. Parce que les entrepreneurs marocains sont encore un peu trop immatures. À ce moment-là, on était en 2017. Il n'y a pas de marché au Maroc. Ça nécessite quand même beaucoup plus de travail et d'accompagnement. À ce moment-là, et même encore maintenant, il y a du VC au Maroc? Plus que jamais. On a été vraiment, avec 212 Founders, on a été les précurseurs du VC entrepreneur-friendly au Maroc. Ok, d'accord. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est là où on a créé un modèle d'accompagnement, un peu à la YC, tu vois, genre des batchs. On accompagne les entrepreneurs, donc on a des batchs de 20 startups. Et après, à la fin, si tu es fundable, on te finance. YC, juste parce qu'il y en a qui mettent YC, Y Combinator, c'est le plus grand et plus successful accélérateur de startups au monde. Oui. Et donc, c'est pour moi un standard d'un modèle successful d'accélérateur de startups. Et donc, on s'en est inspiré pour 212 Founders. Et honnêtement, en fait, l'impact de ce qu'on a fait avec 212 Founders au Maroc est incroyable. Déjà, à l'époque, les VC au Maroc, ils te disaient « je mets 100 000 euros dans ta boîte et je prends 40% de ta boîte ». C'est un truc de bâtard. C'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc nous, on est venu avec un modèle. On a pris le modèle SAFE BSAR, donc accord d'investissement rapide, qui a été aussi installé en France par The Family. Ouais, et en fait, on a fait ce même modèle-là, mais au Maroc. Okay. En gros, on te dit, voilà, on cale pas la valo maintenant, mais voilà le floor et le cap de ta valorisation, et on te met 300 000 euros. Mais on était devenu l'acteur le plus sérieux et le plus entrepreneur-friendly de l'écosystème. Du coup, on a eu tous les deals sont venus nous voir. J'allais demander justement combien de deals à peu près. On a reçu la première année 900 dossiers. Wow. 900 dossiers.
Sur les 900 dossiers, on en a retenu, je crois, 24. Et sur les 24 premiers, je crois qu'on en a financé 6 ou 7. Un sacré entonnoir. Hein. Ouais, mais c'est énorme. 900 deals, ouais, c'est l'équivalent de ce que fait Kima, ou en tout cas, ils étaient il n'y a pas si longtemps à ce niveau de deal flow. Ouais. Incroyable. Bah, Kima, ils mettent dans 2 boîtes par semaine, je crois. Ouais. Et voilà. Et donc c'était un super truc. Maintenant, il y a plein de fonds au Maroc. Ils se sont tous alignés sur nos termes. Obligé. Bah, on a oui. dumpé le marché. Et du coup, l'écosystème entrepreneurial marocain a commencé à se développer de fou. Mais de fou. Là, j'étais au GITEX à la fin du mois. GITEX, c'est un événement startup tech international. Et il y a une version africaine. Et Première année, c'est ça? C'est la première année qu'ils la font? C'est la deuxième année. Deuxième? D'accord. Et c'était à Marrakech. Et c'est le plus gros event startup d'Afrique. Ok. À Marrakech. J'y étais. Incroyable. Incroyable. Une innovation. Là, il y a des startups qui se montent au Maroc. Les gens ne se doutent même pas de ce qui est en train de se passer. Et je pense que maintenant, on a atteint un certain niveau de maturité où l'entrepreneuriat tech marocain va passer un cap. Et il y a un truc aussi qui est très fort. Pourquoi je parle des Marocains et pourquoi mon fonds VC, là, dont je t'ai parlé en introduction, target aussi spécifiquement les Marocains, c'est que je pense qu'on a une spécificité génétique. Je ne vais pas faire de génisme, mais nous, les Marocains, on est très bons en maths. Oui. On est très bons en matière scientifique et structuration et synthétisation. Et en plus, on est des bricoleurs et un peu des hackers, tu vois. En fait, quand tu mélanges toutes ces caractéristiques individuelles chez une personne, tu as le meilleur entrepreneur que tu peux avoir. Parce que tu as le mec qui sait créer le produit, qui sait arriver du point A au point B le plus rapidement possible, et qui sait le vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça, en fait, c'est la clé pour avoir les meilleurs entrepreneurs bootstrap qui existent. Et donc, du coup, l'idée, c'est de financer ces gens-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu, mais récemment, la dernière promo Polytechnique, les Marocains, c'est la première nationalité étrangère. Exact. 60 Marocains. 60 sur 80 Incroyable. étrangers. Incroyable. Donc, voilà, le grand remplacement, c'est maintenant. Donc tu as eu ces activités. Donc ça, c'est quelque chose que tu continues en parallèle de tes autres activités encore maintenant? Alors ça, c'est un truc que je suis maintenant depuis 2017. Ouais. Donc 2019, le truc a été annoncé, je suis au comité d'investissement. J'accompagne certaines des startups du portefeuille que j'adore. Les entrepreneurs sont incroyables. Et moi, en fait, à côté de ça, j'ai commencé à investir aussi personnellement. J'ai fait de l'investissement mon business en tant qu'entrepreneur. Et donc, avec Club, qui est un club d'investisseurs, j'ai une communauté d'investisseurs. Ils ont accès au deal flow et puis on leur permet d'entrer dans les deals avec moi. C'est un truc qui s'est lancé fin 2020. Et officiellement, les premiers investissements, on les a fait en juillet 2021. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, c'est ton activité principale. C'est mon activité principale. Je suis en train de la faire évoluer parce que le modèle du club deal, très compliqué d'être rentable sans être hyper prédateur sur les fees. Et moi, j'aime pas être prédateur sur les fees. J'aime pas. En fait, c'est un modèle qui est très compliqué, surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens d'investir. En fait, investir dans les startups. Les startups, c'est vraiment une classe d'actifs particulière. C'est peut-être une bonne chose, c'est ça, qu'on commence par ça pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières avec déjà l'investissement en action de base et puis encore moins dans ce qu'on va appeler le private equity et les startups. Je pense, déjà, je séparerais le private equity du VC. Private equity, qu'est-ce que tu fais ? Souvent, les boîtes de PI, si tu as l'opportunité de rentrer dans une très bonne boîte de PI, ça te balance du 14-15% annualisé, quasiment safe. Pourquoi ? Parce que les mecs, en fait, c'est des opérateurs, c'est des mecs qui comprennent bien la finance et qui comprennent bien... Aussi, ils ont un réseau d'opérateurs de qualité. Et ils vont spotter des entreprises, pas des startups, rentables, avec des opportunités de croissance et de rentabilité. Et souvent, tu as des boîtes de PI vautours, ils font autre chose, ils arrivent, ils regardent la boîte, ils regardent combien ça vaut, ils la désossent, et ils la vendent à la casse et ils font du plus 80% de performance en 2 ans. Ça fait du 40% annualisé. Le PI, c'est ça. Le PI, c'est tu identifies une boîte, tu vois s'il y a des opportunités de croissance, tu rentres dans le truc, tu l'optimises, machin, tu sors plus de marge et puis après tu fais un LBO, tu rachètes les... Enfin bref, c'est ça le PI. Le VC, c'est une autre histoire. Donc, je sais pas si capital risque, venture capital. Donc ceux qui prennent
Plus de risques. Ah bah, tu sais pas si la boîte va exister dans 3 ans. C'est ça. Mais par contre, c'est pas du 14-15% ou même du 20% annuel que tu vas chercher. Tu vas plutôt chercher en moyenne, normalement, les très bons fonds, les bons fonds, les tiers 2, ça fait du 47% annualisé. En termes de performance. Les tiers 1, ça peut des fois monter jusqu'à du 80-90% annualisé. Donc c'est les fonds vraiment exceptionnels qui font de très belles perfs. Mais ces investissements-là demandent déjà une certaine connaissance et en plus sont pas accessibles à tout le monde. D'où la jeunesse des club deals, du coup. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, la puissance d'un fonds d'investissement, c'est quoi ? Pourquoi un fonds d'investissement performe ? C'est son réseau et son deal flow. En règle générale, les meilleurs deals, c'est ce qui fait la beauté du fonds. Est-ce qu'ils ont le deal flow ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de rentrer dans le deal ? Et comment est-ce qu'un fonds d'investissement obtient du deal flow ? Tout simplement avec sa réputation. Est-ce qu'il a une réputation à faire des boîtes tiers 1 ? Du coup, si tu as la réputation de faire des boîtes tiers 1, tu reçois des boîtes tiers 1 en deal flow. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, si tu n'es pas un fonds tiers 1, tu n'auras quasiment jamais l'opportunité de rentrer dans une boîte tiers 1. Ouais. Et donc c'est ça le problème. Et pour rentrer en tant que LP dans un VC tiers 1, c'est pas possible. Parce que les tickets mini, c'est 500 000, 1 million pour rentrer dans ces trucs-là. Sauf si tu connais les GP, c'est les general partners, les patrons du fonds, ou que tu connais les gens. Donc en fait, c'est ça le sujet. Le VC, c'est ça. Et du coup, en fait, ces derniers temps, de 2020 à 2022, on a eu tellement de liquidités sur le marché que les gens, ils avaient de l'argent, ils ne savaient plus quoi en foutre. Donc au lieu de le garder, ils se sont dit, viens, je vais investir dans des trucs. Bon, il y a eu le Bitcoin, mais il y a aussi eu les startups. Et c'est là où les gens sont tombés dans un piège. Parce que les club deals, c'est bien, mais les boîtes qui vont en club deal, c'est pas les boîtes tiers 1. Les boîtes qui vont chercher de l'argent en club deal, c'est des boîtes qui n'ont pas réussi à lever avec des fonds tiers 1 ou des fonds tiers 2 ou même des fonds tiers 3. Ouais, c'est le même discours qu'il y a avec le crowdfunding, par exemple, où effectivement, il y a ceux qui vont lever en crowdfunding parce qu'ils ont un intérêt communauté. Attends. Moi, le crowdfunding, juste, je dis à tous ceux qui nous écoutent là, arrêtez de mettre votre argent dans du crowdfunding. Tout simplement. À moins que ce soit un investissement purement émotionnel, tu adores la marque, tu veux dire, soutien. Tu veux juste dire, je suis investisseur, un peu comme Kickstarter. Dis-toi que l'argent, tu l'as mis et tu l'as cramé. Point. Peut-être que tu auras une très belle surprise à la sortie du truc, mais 99,9% des fois, tu as juste cramé ton argent. Donc, si tu veux faire du crowdfunding, mets 500 balles, tu vois. Donc, si ça ne représente pas grand-chose pour toi, parce que ça ne te changera pas la vie, et c'est juste pour dire, je suis investisseur dans telle boîte, fais-le. Mais le crowdfunding, c'est la lie de la qualité des boîtes. Donc ça, c'est un truc vraiment notice. Et après, sur les club deals, bah, en fait, tu as de tout. Tu as à boire et à manger. Moi, la raison pour laquelle... et même, tu vois, dans mes deals, club deals que j'ai des deals qui finissent par terre, tu vois. Donc, bien sûr. C'est le Mais c'est normal. Les startups, 80%, en moyenne, statistiquement, 80% des startups se cassent la gueule. 80% de tes investissements en start-up vont finir à zéro. Ouais. Il faut l'accepter. T'espères qu'il y en ait un dans les 20% qui restent. Bien sûr. T'espères qu'il y en ait un qui fasse x50. Si t'en as fait 20 et il y en a un qui a fait x50 et que tu as toujours mis le même ticket sur toutes les boîtes, bah, t'es très content. Oui. Et c'est ça la logique de l'investisseur start-up. Moi, j'ai vu des gens qui mettaient toute leur capacité d'investissement annuelle sur une boîte, sur un deal. Et ben mec, t'as 80% de chance de juste perdre ton argent. Moi, ce que je dis à ce genre de personnes, mec, prends ton argent, va au casino, joue à la roulette. Exactement. Joue à la roulette. Tu as plus de chances, statistiquement, de faire x2 sur l'argent que tu as mis dans cette startup à la roulette que dans la startup en question. Non, mais c'est important de le rappeler parce que effectivement, ce type d'investissement-là, alors c'est toujours le même proverbe qui revient, pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais c'est pas une question de pas mettre ses œufs dans le même panier. Je suis désolé. C'est beaucoup trop simplificateur. Pour investir dans des startups, c'est la théorie des grands nombres. Tout investir sur une boîte revient à faire un all-in sur quelque chose. Oui, mais c'est pas une notion de juste spray and pray. On est d'accord. Ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est une notion de stratégie d'investissement. Une stratégie d'investissement nécessite, par la théorie des grands nombres, dans l'univers startup, statistiquement. Et d'ailleurs, des fois, tu as des boîtes. Moi, il y a des boîtes que j'ai vues. Petite histoire.
mon anti-portfolio. Une boîte que je n'ai pas investie qui a fait fois 1000 par rapport au moment où on m'a proposé l'investissement. Hugging Face. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Bien sûr. C'est le numéro 1. Julien Chaumont, Clément Delangue, c'est des amis de très longtemps. Ils lancent la boîte. Ça ne s'appelait pas Hugging Face. Ça s'appelait Katia. C'était une intelligence artificielle de girlfriend, virtual girlfriend. En 2013. Hugging Face 2014. Vient de là. Katia. Incroyable. Katia. Ok. Et ils me proposent d'investir chez eux. Je dis, les mecs, sincèrement, virtual girlfriend, qui va acheter ça? Ils m'ont dit, ouais, les Coréens, les Japonais, c'est vrai, il y avait un marché en Corée, machin. Oui, je me rappelle. En fait, ils sont passés de ça à ça. Hugging Face. La valo, à l'époque, c'était 12 millions. Aujourd'hui, la boîte, elle vaut à peu près 4 milliards. Oui. Tu vois? Donc, et pourtant, à ce moment-là, c'était un deal que j'avais dans mon deal flow et je ne l'ai pas fait. Grosse erreur, je connaissais la qualité de Julien et de Clément et je n'ai pas investi. La team, c'est l'un des éléments clés sur tes décisions d'investissement en startup dans le venture capital. Donc, tout ça pour dire, théorie des grands nombres sur les startups. Donc, si ta capacité d'investissement sur l'année, elle est de, je sais pas moi, au global, 50 000 euros. Et encore une fois, 50 000 euros, ça dépend de ton taux d'épargne, machin, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu as 50 000 euros de capacité d'investissement au global, je dirais que tu devrais mettre 20% de ton portefeuille en startup. Donc 10 000. Mais du coup, 10 000, si tu es dans un club deal et qu'il te ramène 10 deals par an, bah, tu devrais être 1000 par deal. Par deal. Parce que c'est la thèse du club deal que tu dois suivre. C'est pas ta thèse à toi. Mm-hmm. Parce que ta thèse à toi, ça peut être de mettre dans tous les deals qui vont finir vers zéro. Ça, c'est intéressant. Ah non, mais j'en ai vu. J'ai vu des mecs qui ont fait que les deals de merde. J'ai vu des mecs qui ont mis que dans les boîtes qui sont allés vers zéro. C'est genre, ils ont le flair. Genre, tu les vois, tu les suis, tu dis, tu mettrais dans cette boîte? Oui. Ok, bah moi, je mets pas. Non, mais je t'assure. Je te parle sérieusement. C'est dingue. C'est dingue. Et donc, en fait, en gros, quand tu rentres dans un club deal, bah, mets dans toutes les boîtes. Et tu évalueras la qualité du club deal à la sortie de ce portefeuille global. Et pourquoi c'est intéressant? Donc, en tant que membre d'un club deal, c'est parce que tu n'as pas la possibilité de mettre dans un fonds VC. Oui, parce que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. C'est pas les tout. mêmes. Ouais, un fonds VC va te dire c'est minimum 200 000 balles en tant que LP. Ouais. Et ben en fait, en tant que membre d'un club deal, ça te permet d'accéder au modèle VC, mais de façon déstructurée. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui va investir, donc quelqu'un de fortuné ou très fortuné qui investit dans un fonds d'investissement, lui colle à la thèse du fonds, puisque ce n'est pas son travail, mais c'est le travail de l'équipe dirigeante du fonds de décider sur quoi. Alors, normalement, il souscrit à l'avance au mémorandum, donc à la thèse qui lui est présentée. Et ensuite, pour lui, en tout cas, c'est en pilote automatique pendant quelques années. Il réfléchit pas, il regarde le deal flow, il reçoit des reportings tous les 3 mois, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est ça, en fait, le truc. Donc le club deal, investir dans les startups, faites attention. Et puis après, il y a le modèle du club deal. Et pourquoi on a parlé de tout ça? C'est que le modèle du club deal n'est pas rentable. N'est pas rentable pour celui qui opère les club deals. Donc soit tu prends 40% de fees en moyenne, et là tu commences à être rentable, soit ça ne vaut pas le coup. Il n'est pas rentable parce que... Pour celui qui l'opère. En comparaison avec un fonds d'investissement, le petit pourcentage que prend un fonds d'investissement sur énormément d'argent mis au démarrage lui suffit de financer... Enfin, son 2% de 100 millions, bah, ça lui donne 2 millions par an pour financer son équipe. Exactement. Mais quand tu es dans un modèle où les membres de ton club deal ne mettent l'argent que quand tu appelles les fonds pour un deal en particulier et que les gens se positionnent ou pas, bah en fait, c'est là où tu gagnes de l'argent. Ouais. Parce que tu prends peut-être des frais de structuration et après, tu as un carry, mais dans 5-7 ans, tu vois. Et même, parlons du carry. Chez Club, par exemple, on a fait un deal qui était incroyable. C'était le meilleur deal de l'histoire de Club. C'était en octobre. Ça s'appelle Estali. C'était un truc d'assurance affinitaire. Et d'ailleurs, on a investi dans Estali avec le fonds marocain, là, 212 Founders, parce qu'il y avait des Marocains dans l'équipe. On a mis, je crois, 400 000 ou 500 000 euros. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur deal. Vraiment, c'était un deal de dingue. On l'a proposé aux membres club. On a collecté 70 000 euros. Alors qu'en moyenne, on collecte 150 000, 200 000. Et en fait, c'est juste que les gens n'ont pas compris le deal. Ils étaient en vacances, c'était sortie de vacances, rentrée. Donc en fait, tu as des sujets opérationnels qui font que les gens, ils n'ont pas la tête à ça. Il y a des choses qui se passent dans la vie, machin. Et donc toi, en tant que club deal, tu as fait le taf de la même façon que pour toutes les boîtes. Et tu n'arrives pas à collecter le montant nécessaire. Donc ton carry, il est proportionnel à la quantité de fonds que tu as réussi à collecter. Alors,
le carry, pour vulgariser, c'est, avec beaucoup de guillemets, c'est le jackpot de fin. C'est-à-dire, c'est la récompense prise sur le bénéfice Exactement. à la sortie. Donc, en fait, c'est ça. C'est les frais de performance. C'est le bonus. Le bonus sur la performance. Voilà. Mais ce n'est en aucun cas ce qui permet à la structure de vivre et de financer ses coûts, ses bureaux, ses loyers, ses salaires, les équipes, et puis tout ce qui nécessite de faire vivre une structure. Exactement. Et donc, en fait, effectivement, et le fait que certains deals comme ça passent un petit peu à la trappe. Qui sont des petites pépites. T'imagines, tu as cette petite pépite qui, pour toi, tu sais que tu rentres pas cher du tout, que l'équipe est excellente, et que machin, et que c'est celle où, en fait, les gens ils disent, non, ça m'intéresse pas. Tu te dis, putain, t'as envie de te mettre des claques. Et du coup, c'est pour ça que mon modèle, il évolue plutôt vers le modèle de fonds d'investissement. Et c'est pas pour rien que les fonds existent. C'est parce que je pense que les gens se sont rendus compte de ça historiquement. Et du coup, en fait, et je pense qu'un modèle de club deal ne peut exister que en corollaire d'un fonds d'investissement. Parce que tu as ton fonds d'investissement. Tu as levé tes 30, 40, 50 millions sous gestion. Tu as tes 2% de management fees, ton carré. Tu fais le taf. Donc, tu as ta structure de coût qui est déjà définie dans ton fonds. Tu fais le taf d'analyse comme tu le fais, tes notes d'investissement, machin. Après, tu proposes au club. Tu peux te permettre, effectivement. Exactement. Parce que tu coupes les frais. Que les gens mettent ou pas, c'est leur problème, c'est pas le tien. Après, on pourrait se demander, du coup, quel intérêt de le faire. Autre que l'évangélisation. Donner l'accès. Parce que c'est quand même triste de se dire qu'une classe d'actifs qui est aussi explosive que ça ne soit pas accessible au commun des mortels. C'est quand même sur ce type de classe d'actifs que tu gagnes vraiment, souvent, le jackpot. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a, en fait, structurellement, en France, un énorme fossé entre le degré de connaissance actuel sur l'investissement et justement cette classe d'actifs-là qui est un petit peu le boss final de l'investissement. Il n'y a aucune éducation financière en France. Même Action, les gens ne savent pas. Oui, c'est pour ça. Il y a un fossé qui est peut-être... Bien sûr. Très grand. Moi, je pense qu'il y a un sujet d'éducation. C'est pour ça que nous, on essaie d'éduquer. Et à chaque fois, tu vois, on dit aux gens, voilà combien par rapport à ton portefeuille tu devrais mettre. Donc, te chauffe pas, t'excite pas sur ces deals, même si nous, on est très chaud. Enfin, vraiment, c'est hyper important, en fait, parce que souvent, les gens, ils réfléchissent pas à leurs conditions. Ils se disent, putain, cette boîte va faire x100 peut-être. Allez, je mets tout mon PEL dedans. Mais non. Elle va aussi peut-être faire x0, même plus certainement faire x0 que x100. Et donc, en fait, c'est là où... Et puis, en fait, il faut comprendre le sujet de la liquidité. Tu as une liquidité qui est potentielle dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Et donc ça, c'est des sujets qui sont souvent pas compris par les gens. Oui, parce que déjà que la compréhension des mécanismes d'investissement, c'est quelque chose qui peut paraître obscur pour beaucoup de gens, puisque en fait, c'est quelque chose qui n'est jamais enseigné à personne, finalement. On tombe dedans si on décide de s'y intéresser par passion. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ce type d'investissement parce que ils ont une réticence un peu presque par nature ou bien par héritage familial ou autre sur des investissements liés à la bourse, liés au marché, etc. Et donc, tirer ça jusqu'à l'investissement startup, c'est quelque chose qui peut leur sembler le bout du monde. Enfin, faire comprendre ces concepts-là, il y a un énorme travail de vulgarisation à mettre en œuvre pour permettre à un énorme pool aujourd'hui d'épargne disponible pour qu'il puisse être fléché justement sur cette classe d'actifs. Absolument. Mais je pense qu'il y a plein de plateformes qui font le taf aujourd'hui avec du contenu. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu connais Nicolas Chéron. Oui, bien sûr. Oui. Nicolas, tu vois, par exemple, il parle souvent de la partie equity, stock market, etc. Donc, il éduque pas mal les gens sur ces trucs-là. Et tu as beaucoup d'acteurs qui parlent de plein d'actifs différents. Owen, par exemple, sur la crypto. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les startups, il n'y a pas grand monde, en fait, qui parle d'éducation, investissement startup. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors, plus de gens m'en parlent depuis que ça a quand même apporté ça, avec l'émission Qui veut être mon associé, etc. Les gens... En tout cas, s'intéresse peut-être un peu plus au concept. Attends. Parlons de Qui veut être mon associé. Il n'y a pas une boîte dans Qui veut être mon associé que j'aurais investi. Alors après, ça, en tant qu'investisseur. C'est la télé. Il faut trouver des projets. Non, mais tu vois, mais c'est ça. Et attention, donc ça te donne une déformation de qu'est-ce qu'une boîte investissable.
toi, en tant que personne qui regarde, tu te dis, OK, je vais mettre... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres du jury de qui va être mon associé, déjà, je pense qu'il y a 50% des deals qui n'arrivent pas au terme. C'est sûr. Non, pas c'est sûr, je te le dis. Ouais. Il y a 50% des deals qui n'arrivent pas au terme. Et sur les 50% restants, ça représente une part du portefeuille des investisseurs de pro bono, tu vois. Ouais. Donc, je fais ça pour le kiff. Parce que moi, il y a des boîtes dans lesquelles je mets et que je propose pas. Donc là, parce que je sais que c'est n'importe quoi. Et je sais que c'est pour le kiff. Et je sais que... Là, par exemple, il y a un truc qui était marrant. Moi, j'avais investi dans Mastéos au tout début de l'histoire Mastéos. D'accord, ouais. J'avais rencontré Thierry, je crois que c'était en 2019. 2020, post-Covid. Je vois le mec, un peu fou. Je me dis, il est dingue, lui. Donc, peut-être dans sa folie, il va faire un truc dingue. Et puis, je rentre dans le truc. Je commence à avoir un petit peu la capacité de faire quelque chose d'intéressant sur la gestion. Et leur capacité à vendre machin. Bon, après, le marché était dingue sur l'immobilier. Et donc, je mets un ticket. La boîte explose, littéralement. C'est un truc de malade. Les mecs, ils délivrent comme des dingues. Et sur le papier, je fais x20. Sur le papier, je fais x20. La boîte est valorisée à peu près 150 millions. Et j'ai mes équipes chez Club qui me disent, mais viens, on propose Mastéos aux membres club et tout. Je fais, mec, vous êtes fous. La boîte est trop risquée. Et à ce moment-là, tu sors ou On me propose de sortir. D'accord. Mais je dis, je veux sortir que la moitié. On me dit, c'est soit tu sors tout, soit tu sors rien. Et moi, j'ai dit, je sors rien. J'aurais dû tout sortir. et du coup, ce qui s'est passé, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Tous ceux qui regardent des podcasts, je suis sûr qu'ils ont vu passer Thierry Vignal à un moment. Pour ceux qui en regardent pas, tu peux rappeler en une minute juste ce que c'est Mastéos, ce qu'il propose et ce qui vient de se passer. Ouais, Mastéos, c'est une startup qui faisait de l'accompagnement à l'investissement locatif. En fait, il t'aidait à acheter un immeuble à Rouen sans le visiter, de A à Z sur tout. Donc en fait, toi, tu signais, tu faisais un virement et puis tu payais tes traites de crédit. Et eux, ils s'occupaient de tout, jusqu'à la gestion. Ce qui s'est passé, c'est que les taux ont explosé. Donc les gens n'avaient plus de capacité d'endettement, capacité d'achat. Eux, ils avaient des projets de travaux qui étaient s'enchaîner et qui se cumulaient. Les entrepreneurs avec qui ils bossaient, ils n'arrivaient plus à suivre. Et gros enlisement, ils ont levé des fonds. Donc ils ont levé, je crois, jusqu'à 60 millions, un truc comme ça. Ils sont arrivés à 150 millions de valo. Et ils ont fait faillite. C'est aussi simple que ça. Et Thierry Vignal est l'un des fondateurs. Un mec exceptionnel, vraiment très 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 bon, très smart, et j'attends sa prochaine aventure. Alors je crois qu'il était passé il y a quelques temps chez, si je dis pas de bêtises, c'était chez Hugo Benz, il me semble, et il expliquait que lui, un des enseignements qu'il en tire, c'est que il y a eu un peu l'illusion de la tech, c'est-à-dire qu'il a été capable de lever des fonds en présentant ce projet-là comme un projet tech, alors que finalement, ça reste un projet qui, sur le fond, était peut-être pas adapté au modèle VC. Absolument. Pas du tout adapté au modèle VC. Le timing dès que tu fais du BTP, mec, c'est pas la même histoire. Donc, en fait, t'as beau rajouter dessus un vernis tech, le sous-jacent reste ce qu'il est. En fait, l'aspect tech devient pertinent quand tu as 10 000, 12 000 units que tu as construites. Mais pas avant. Et quand tu dimensionnes tes équipes, tu surdimensionnes tes équipes pour faire de l'acquisition ultra agressive, à un moment, tu te prends le couperet parce que le recurring n'arrive pas à couvrir les charges fixes de ton upfront. Donc, compliqué. Et à un moment, tu peux pas relever encore une fois pour couvrir. Enfin, ça marche jusqu'à un certain stade. Si, il aurait pu. Il aurait pu s'il n'y avait pas eu le retournement des marchés, s'il n'y avait pas eu les taux, si on était resté en 2019-2020, au moment où il allait chercher du cash, il aurait levé 150, 200 millions à une valo peut-être de 1 milliard. Parce qu'il y avait du cash sur le marché. Plus de cash. Fini, il n'y a plus de liquidité. Et donc, plus de liquidité, la société est mise par liquidation, par redressement. Elle est en liquidation, il me semble. Ouais, liquidation. Puisqu'on parlait justement d'investissement start-up, d'investissement à risque, toi qui étais investisseur, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Je perds tout. Voilà. J'ai tout perdu. Je suis passé de... Je crois que j'avais mis 15 000 à... Non, j'avais pas fait x20, j'avais fait x15 à 180 000. Ouais. À zéro. Et c'est important, en fait, c'est important aussi d'avoir ça en tête parce que justement, on parle d'une classe d'actifs qui peut avoir des
potentiel de croissance énorme, mais ça permet quand même de se rappeler qu'il y a une réalité derrière. Enfin, ça et reste, même quand sur le papier, tu penses que tu es millionnaire, ouais. Tant que tu n'as pas fait ton exit, tu n'es pas millionnaire. C'est même le cas, c'est pareil pour les entrepreneurs. Ouais, finalement. bien sûr. Bien sûr. Super intéressant, en tout cas pour Mastéos. J'ai cru voir que tu avais quelques gros investissements aussi, en tout cas sur des sociétés bien connues. J'avais vu SpaceX notamment. Ah, SpaceX. Tu peux en parler un petit peu? Bah écoute, je pensais avoir investi dans SpaceX, mais j'ai investi dans le manoir d'Oussama. Ah donc d'accord, donc en fait c'était via le SPV. Via le SPV, d'accord. Voilà, donc c'est basé en Normandie. on va raconter l'histoire du manoir. Non, mais SpaceX pour moi c'était un super investissement. J'avais vu la thèse de cet invest. La valo au moment où on était censé investir, c'était un peu moins de 30 milliards. Pour moi, c'est une boîte qui vaut 1 trillion. Parce que, ne serait-ce que sur le business de Starlink... Ils sont inégalés. Non, mais rien que lui... Moi, je me suis dit, tu prends Starlink, tu prends toutes les market cap des opérateurs téléphoniques, tu les additionnes, tu dis c'est la valo de Starlink. Et voilà. Et je pense que moi, je suis deg, vraiment, que l'investissement n'ait pas été fait, parce que c'est easy 1 x 30, 1 x 40. Même à 30 milliards de valo. Oui, effectivement. Et puis le potentiel derrière, et effectivement, je parlais juste de Starlink, les champs d'application qui n'ont même pas encore commencé à être grattés de l'ongles. Ouais. Moi, le seul risque que je vois dans une boîte comme SpaceX ou dans une boîte comme Tesla, ou dans une boîte, c'est Elon Musk. Demain, Elon Musk se fait écraser par un camion, c'est fini. Starlink, SpaceX, c'est fini. Tesla, c'est fini. En fait, il y a un single point of failure qui est le mec. Tu vois ? Comme dans une startup. Oui. Je sais pas s'il a une clause homme-clé. Hein. Ouais, à mon avis, elle va valoir combien ? Tu vas chercher un peu trop cher. Hein, beaucoup trop cher. T'as investi dans Coinbase aussi ? Ouais, ça c'était cool. Et ça alors, tu peux en parler un peu ? Ouais, en fait, je suis rentré sur le même modèle que SpaceX, mais c'est juste que là, l'argent est vraiment parti dans le truc. C'est via un SPV, il y avait une opportunité, c'était le dernier tour de table qu'ils avaient fait, et c'était en 2018. Qu'est-ce que c'est Coinbase rapidement ? Alors Coinbase, c'est l'exchange crypto numéro 1 après Binance, qui est basé aux États-Unis, donc qui permet d'acheter et vendre des cryptos. Et en 2018, c'était un bear market très douloureux. Ouais. Un bear market, c'est un marché où il se passe rien, il n'y a plus de liquidité, tout le monde est en dépression. Et en fait, ils ont fait leur dernière levée de fonds. Et donc, ils raclaient les fonds de tiroir. Et j'ai eu la chance de participer à ce moment-là. À ce moment-là. Parce que j'avais un pote basé à Silicon Valley qui m'a dit, écoute, il y a une opportunité de rentrer dans un SPV de Coinbase. Are you in ? Et comme je venais de faire mon exit, machin, donc j'avais du cash, je dis allez go. Et putain, c'était un super truc. Ah oui, parce que ça a bien rebondi. Là, ils sont plus en train de faire les fonds de tiroir là. Ah non, c'est un super truc. C'est un super truc. Et un SPV, du coup ? C'est un special purpose véhicule dont l'utilité est uniquement d'investir dans des opportunités. Beaucoup de bel investissement en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite des prochains projets ? Pour moi, c'est simple. En fait, je pense avoir très bien compris le modèle, la thèse et la capacité à identifier les bons deals. La suite, c'est quoi ? En fait, Club continue à proposer des super deals aux membres Club, mais concentrer le modèle économique plutôt sur les fonds, qui ont en fait un business model qui tient la route. Et j'aime bien les classes d'actifs un peu alternatives. Ouais, ça. Donc start-up, crypto. Là, j'ai investi récemment dans une start-up qui s'appelle Bolero. Je ne sais pas si tu connais, mais ils permettent d'investir dans des portefeuilles musicaux. Ok. Et ça cartonne. Ça cartonne. Donc pour moi, je me dis pourquoi pas lancer un fonds d'investissement dans de l'IP musical, par exemple. Une toute dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne là aujourd'hui qui cherche sa voie, qui se pose la question sur l'entrepreneuriat, sur ce genre de choses ? Si tu es jeune, que tu es en train de finir tes études, ne rentre surtout pas dans le salariat parce que tu vas rentrer dans... En fait, c'est la spirale infernale. Ouais. En fait, c'est un peu la roue du hamster. Tu vas rentrer dans le truc, tu vas te
prendre le confort, machin, et tu vas t'habituer à ce rythme de vie. Lance ta boîte le plus tôt possible. Apprends. Tu apprendras 100 fois plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Vraiment. Et si jamais tu es salarié, tu viens de rentrer dans le truc, trouve des partenaires. Essaie de traîner avec des gens qui sont des entrepreneurs. Parce qu'au final, tu ne seras tiré vers le haut qu'avec des gens qui, en fait, sont un step au-dessus de toi. Et donc, qui t'amèneront... tu ne fais que t'améliorer en fréquentant des gens qui sont meilleurs que toi. C'est un super mot de la fin. Merci beaucoup. Super. Merci pour ton invitation. C'était un plaisir.